Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Images d'Asie. Collection dirigée par Antoine Coppola. Antoine Coppola, le cinéma coréen des années 90 à nos jours, apparaître. Olivier Hadouchi, Kinji Fukusaku, un cinéaste critique dans le chaos du XXe siècle, 2009. Sébastien Jounel, Kairo de Kurosawa Kiyoshi, Le réseau des solitudes, 2009. Bastian Miresonne, Shohei Imamura, Évaporation d'une réalité, 2011. Ouvrage du même auteur. Contes et légendes du Québec, édition critique, en collaboration avec Annick Corona-Ouellette, Montréal, Beauchemin, Coll. Parcours d'un genre, 2006. Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, édition critique, en collaboration avec Annick Corona-Ouellette, Montréal, Beauchemin, Coll. Parcours d'une œuvre, 2009. Le Vampire, anthologie des textes fondateurs, édition critique, en collaboration avec Annick Corona-Ouellette, Montréal, Beauchemin, Coll. Parcours d'un thème, 2013. GODZILLAMD et son image sont des marques de commerce déposées et la propriété exclusive de la compagnie Toho Ltd. Ce livre n'a pas été approuvé ou commandité par la compagnie Toho Ltd. Remerciements. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Claude Blouin pour ses judicieux conseils et sa passion communicative pour le cinéma japonais. Je souhaite également témoigner de ma gratitude envers ma conjointe, Annick Corona-Ouellette, pour son soutien indéfectible dans la rédaction de cet ouvrage. Aussi, je ne saurais passer sous silence mes nombreuses discussions enthousiastes avec messieurs Jean Guérin, André Dubois et Michel Prévost, véritables exégètes méconnus du kaiju eiga qui au cours des années ont sans cesse alimenté mon grand intérêt pour ce genre. Je remercie également Madame Livia Monet et Monsieur Gleason Théberge pour leurs recommandations, ainsi que Monsieur Ryoichi Baba pour son aimable collaboration. La première édition de ce livre m'a aussi offert l'heureuse opportunité de connaître en France d'autres spécialistes du kaiju eiga, à savoir Monsieur Jean-Baptiste Pujol, Monsieur Jordan Guichot, fondateur de l'excellent site kaijuroyaume.fr, et Monsieur Fabien Moreau, réalisateur du passionnant documentaire Kaiju United, Why We Love Japanese Monsters. Un merci tout particulier à Monsieur Antoine Coppola, directeur de collection, pour m'avoir toujours appuyé dans mes démarches. Enfin, un merci tout spécial à Justine et Anthony Vézina qui partagent mon plaisir à regarder tous ces films mettant en scène des créatures fantaisistes. Affiche française de Gojira, Honda, 1954. Introduction. Au début du mois d'août 1954, sous les auspices inspirés du producteur Tomoyuki Tanaka, la maison de production Toho se lance dans un ambitieux tournage mobilisant une grande partie des ressources du studio. Il faut dire que les moyens déployés sont à la hauteur des aspirations de Tanaka. Désirant produire un film dans la lignée de l'œuvre d'Eugène Laurier, The Beast from 20,000 Fathom, 1953, il se voit allouer un budget d'environ $175 000. À l'époque, le budget moyen d'un film japonais s'élève à $75 000. Le 3 novembre de la même année, près de 40 000 personnes se ruent dans les cinémas de Tokyo pour assister au premier ravage d'un monstre qui s'affichera rapidement comme une figure emblématique du cinéma fantastique, Gojira, rebaptisé Godzilla par la Toho pour la distribution internationale. Le film obtient immédiatement un succès retentissant. En un temps record, il enregistre 9,6 millions d'entrées au Japon, générant des recettes de 152 millions de yens, soit l'équivalent de 2,25 millions de dollars américains, et deviendra une œuvre matricielle pour un tout nouveau genre, le kaiju eiga, film de monstres. Ce type de production obéit généralement à un schéma narratif qui se résume, à peu de choses près, ainsi. Une gigantesque créature surgit de quelque abysse insondable, la fosse du Pacifique, les confins de la galaxie ou les entrailles de la Terre attaquent un petit groupe d'êtres humains. Un survivant raconte la tragédie, mais les autorités hésitent à prêter foi à ce qu'elles considèrent comme des élucubrations imputables à un profond traumatisme ou à une croyance ancestrale. Mais d'autres apparitions du monstre viennent prouver hors de tout doute son existence,
et un scientifique formule invariablement la théorie que la bête a été libérée par la faute des hommes. Explosion atomique, expérience scientifique, pollution ou encore offense sacrilège. L'armée tente vainement de stopper son avance inexorable vers une grande cité, et une fois arrivée à destination, la créature se livre à un saccage en règle jusqu'à ce qu'un cataclysme naturel ou un ingénieux dispositif scientifique la fasse disparaître. Toutefois, l'incertitude de son sort n'a rien pour rassurer les hommes qui dès lors se mettent à méditer sur leurs erreurs. Avec les années, cette trame narrative subit quelques variations. Les monstres tardent moins à révéler leur présence, le public les connaît et par conséquent l'effet de surprise ne joue plus. On multiplie leur nombre au sein d'un même film, en vertu d'une logique commerciale voulant que la quantité de bêtes monstrueuses soit directement proportionnelle aux bénéfices récoltés et des contraintes budgétaires les amènent à déserter les mégapoles pour sévir en des lieux isolés, on évite ainsi la destruction de coûteuses maquettes. Si, au fil des productions, le genre gagne en hétérogénéité, son potentiel horrifique et son contenu symbolique s'appauvrissent au fur et à mesure que s'y greffent des éléments issus du space opéra. Invasion of Astro Monster, 1965, du film pour enfants Godzilla's Revenge, 1969, et même du film de Yakuza, Les gangsters japonais d'Ogora, 1964. La Toho demeure incontestablement la firme de production qui peut se targuer d'avoir le plus contribué à grossir les rangs des créatures déferlant périodiquement sur l'archipel japonais. Rodan, Mothra, Ghidorah, Varan, Gigant, Mégalon, etc. Le studio capitalise rapidement sur le succès du premier Godzilla et met en chantier dès 1955 une suite intitulée Godzilla Red Again, distribuée aux États-Unis sous le titre de Gigantis the Fire Monster. Dès ce second film, on met en place un véritable star system de monstres en opposant Godzilla à l'un de ses semblables, en l'occurrence l'Ankylosautre Anguirus. Les autres studios nippons ne tardent pas à entrer dans la valse des monstres géants. La Daiei crée en 1965 le plus féroce rival de Godzilla, la tortue géante Gamera. La Toei Motion Picture Company emboîte le pas en 1966 avec The Magic Serpent, la Nikatsu tourne en 1967 Gappa, The Triphibian Monsters et la Shochiku présente la même année le monstre Guilala, Itoka dans la version française, dans The X from Outer Space. Une suite a d'ailleurs été tournée en 2008. Quelques monstres de la Toei dans The Magic Serpent. Te Yamauchi, 1966. La télévision enrichit également le bestiaire monstrueux nippon. Nissan Productions produit en 1960 une série mettant en vedette une créature amphibie gigantesque, Monster Marine Kong, et Tsuburaya Productions trouve dans les kaijus des adversaires sur mesure pour son super-héros Ultraman, première série en 1966. Le kaiju Eiga devient rapidement un type de production indissociable de la filmographie nationale. Le monstre vedette de la Daiei, Gamera. Gojira reste à ce jour l'une des plus longues et lucratives franchises de l'histoire du cinéma. Objet de dérision pour plusieurs, Godzilla n'en demeure pas moins un phénomène culturel unique dont la pérennité, assurée par pas moins de 28 films s'échelonnant sur 6 décennies, autorise un examen légitime mettant en lumière, dans une perspective socio-historique, le traitement et la signification des thèmes abordés. Le triomphe et la longévité de Godzilla, qui eut au fait de revendiquer la glorieuse épithète de roi des monstres, s'explique en grande partie par l'état d'esprit d'un peuple profondément marqué par la guerre et les conséquences de la défaite. Sous l'influence d'une tradition privilégiant la représentation symbolique, les Japonais ont amalgamé en Godzilla et ses avatars des hantises séculaires et des peurs nées d'une science mise au service de forces bellicistes. En outre, pour ses créateurs, Godzilla représente une protestation sincère contre la destruction nucléaire. Le théoricien japonais Takayuki Tatsumi voit dans le monstre un être, aidant les Japonais d'après-guerre à reconstruire une identité nationale en se transformant eux-mêmes en victimes et en résistant à une menace venant de l'extérieur. Godzilla semble donc un personnage directement inspiré par le traumatisme de la guerre du Pacifique et de son dénouement apocalyptique. Par conséquent, Gojira peut s'ajouter à la liste des films japonais exprimant la hantise des bombardements nucléaires, tels Le Chant éternel de Nagasaki, Tetazaka, 1951, Les enfants d'Hiroshima, Kashindo, 1952,
Vivre dans la peur, à Kurosawa 1955, sujet ayant également inspiré le manga Barefoot Gen Kanakazawa 1973-74, dont on tira 2 films des apostrophes. Animation 1983 et 1986, 3 films en prise de vue réelle 1976, 1977 et 1980 et une adaptation télévisée 2007. Plusieurs autres auteurs qui ont écrit sur le cinéma fantastique ont su percevoir à travers Godzilla les intentions de ses créateurs. Parmi les précurseurs, on peut citer René Prédal qui affirme justement, sans se laisser aller au délire d'interprétation cherchant à définir chaque détail, il a donc été possible de montrer que sans jamais renoncer au côté spectacle de ses films, Honda s'est également évité le divertissement vide de sens en construisant un monde inquiétant parce que miroir grossissant des défauts ou des peurs de ses concitoyens. D'autres auteurs francophones ont également tenté de comprendre la visée symbolique du kaiju Eiga, comme Jacques Siclayer et André S. Labarthe, Images de la science-fiction, Paris Éditions du Cerf, 1958, Jean-Pierre Bouixou, La science-fiction au cinéma, Paris, Union Générale d'Édition, 1971, ou encore Christian Audos qui voit à travers War of the Gargantua, Honda, 1966, film où 2 monstres géants anthropoïdes affrontent, une allégorie de la guerre du Vietnam. Chez les anglophones, plusieurs ouvrages ont été publiés ces dernières années. Parmi les plus intéressants, citons A Critical History and Filmography of Toho's Godzilla Series de David Kala McFarland, 1997, Japan's Favorite Monster, The Unauthorized Biography of the Big G de Steve Rifle, ECW Press, 1998, Godzilla on My Mind de William M. Tsutsui, Palgrave Macmillan, 2004, In Godzilla Footsteps, Japanese Pop Culture Icons on the Global Stage, recueil de textes des apostrophes. Analyse sous la direction de William M. Tsutsui et Michiko Ito, Palgrave Macmillan, 2007, et enfin Eiji Tsuburaya, Master of Monsters de Auguste Aragon, Chronicle Books, 2007. Pour ces auteurs, même s'il est vrai qu'un certain type de kaiju Eiga se destine prioritairement à un public enfantin, comme la première série des Gamera, il n'en demeure pas moins que le genre compte plusieurs titres dont le propos et les thèmes reflètent des préoccupations et des courants d'opinion qui ont marqué l'histoire du Japon d'après-guerre. Par conséquent, tout jugement expéditif et railleur sur un kaiju Eiga, sous prétexte que les monstres géants ne peuvent susciter l'intérêt que d'un jeune auditoire, devrait être reconsidéré en tenant compte de certains facteurs contextuels. En Occident, les films de monstres géants demeurent victimes du dénigrement systématique de tous ces critiques et historiens du cinéma, qui considèrent que le genre ne peut engendrer que des œuvres puériles et bâclées, dont la présumée vacuité sémiotique exclut d'emblée toute lecture sociologique. L'objectif de cet essai consiste justement à démontrer que plusieurs de ces films rendent partiellement compte, d'une manière évidemment métaphorique, de certains courants idéologiques qui ont marqué la conscience populaire japonaise depuis 1945. Le premier chapitre tente d'abord de relever dans le kaiju Eiga les signes qui renvoient au traumatisme des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, et au rôle dévolu à la puissance nucléaire dans le Japon d'aujourd'hui. Nul doute qu'en faisant de Godzilla une représentation accusatrice du fléau atomique, ses créateurs visaient d'abord à favoriser une purge cathartique des angoisses d'un peuple marqué à jamais par l'Holocauste nucléaire, hantise ravivée par les événements dramatiques à la centrale de Fukushima Daiichi en mars 2011. Le deuxième chapitre propose une mise en parallèle entre la montée de l'impérialisme économique et la représentation symbolique de ses conséquences dans les films de monstres. En fait, la principale hypothèse de cette approche consiste à se demander si les monstres géants n'incarneraient pas un contrepoids à l'euphorie générée par la puissance commerciale du Japon d'après-guerre. Le chapitre 3 questionne également la fonction symbolique des monstres, mais davantage en rapport avec leur statut surnaturel associé à une volonté supérieure. Les monstres sont souvent dépeints comme les gardiens d'un certain ordre et à ce titre, leur action peut être interprétée à travers des archétypes mythologiques et religieux. Le quatrième chapitre s'attarde à la représentation esthétique de ces créatures et la vision qui s'en dégage, vision qui ne se conforme guère aux critères normatifs des effets visuels occidentaux. Ensuite, nous nous intéresserons à l'image des kaiju Eiga en Occident en nous attardant à l'occasion aux différences entre les versions japonaises et les versions américaines de certains films,
différence qui témoigne parfois d'une nouvelle orientation discursive, en phase avec les variations conjoncturelles du climat sociopolitique des États-Unis. Nous nous efforcerons enfin de dégager certains aspects politiques qui tendent à faire des films de monstres géants japonais, un genre qui soulève quelques questions sur le regain du nationalisme en rapport avec une volonté de réaffirmation de la puissance militaire, volonté qui se fait de moins en moins velléitaire au sein de la classe politique japonaise. L'approche méthodologique du présent ouvrage réside en une étude du paradigme des thèmes abordés par le Kaiju Eiga. Sa visée consiste d'abord et avant tout à définir le cadre sémiologique à travers lequel ces œuvres peuvent être appréhendées. Le lecteur s'étonnera peut-être du vaste corpus de films cités, mais ces références nous semblent essentielles pour attester de la récurrence et de la permanence de certains axes discursifs du Kaiju Eiga. Il va de soi que des œuvres majeures comme Gojira 1954, The Mysterion 1957, Atragon 1963, toutes trois réalisées par Honda, ou encore Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack, Kaneko, 2001 seront plus exhaustivement analysés au regard d'un motif précis, mais il n'en demeure pas moins que le propos de ces films se ramifie à travers d'autres productions et et précisément la mise en évidence de ces liens qui permet de fixer les repères thématiques du genre. Lors de sa sortie nationale en France, Godzilla fut un immense succès. En mars 1957, le film, à l'affiche dans seulement 3 salles à Paris, le Midi-Minuit, le Ritz et le Napoléon, fit 27 000 entrées en 7 jours. Chapitre 1 : Le spectre de la bombe. Pourquoi Godzilla détruit-il la ville ? Des années avant ta naissance, les hommes ont fait une chose terrible qui a rendu Godzilla furieux. Une chose terrible ? Tu es trop jeune pour comprendre. Ils ont allumé un feu énorme et ont brûlé tout ce qu'il y avait. Godzilla ne l'oubliera jamais. Conversation entre un enfant japonais et son grand-père dans Godzilla Final Wars. R. Kitamura 2004. On a souvent affirmé avec raison que Godzilla représentait une incarnation du péril nucléaire, que les ravages causés par son passage étaient une évocation symbolique des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, destruction apocalyptique qui, le 6 et le 9 août 1945, firent plus de 200 000 victimes et des milliers d'irradiés. Du reste, le réalisateur Ishiro Honda, ayant combattu 8 ans au sein de l'armée impériale en Chine, se rendit à Hiroshima en 1946 et a été frappé par l'atmosphère lourde qui y régnait, une atmosphère de fin du monde. Ce climat véritablement eschatologique fut le fondement de l'inspiration de Honda pour Gojira. La créature est réveillée par les essais nucléaires américains dans le Pacifique, et les radiations ont provoqué chez elle une mutation qui en fait un monstrueux vecteur d'éléments radioactifs. Godzilla est littéralement une bombe atomique vivante avec un grand pouvoir de destruction. Ishiro Honda explique que si Godzilla avait été un grand dinosaure ou un autre animal, un simple obus l'aurait tué. Mais s'il était l'équivalent d'une bombe atomique, nous ne saurions quoi faire. J'ai donc attribué à Godzilla les caractéristiques d'une bombe atomique. Outre les nombreuses références scénaristiques qui parsèment toute la série de films, certaines images contribuent à accentuer cette interprétation. Parmi cette iconographie évocatrice, on peut citer l'éclair qui aveugle les marins du Eiko Maru et la brève surexposition de l'image quand Godzilla coule leur navire dans le premier film de 1954, signe qui renvoie d'emblée aux explosions nucléaires observables dans plusieurs films d'archives des tests américains. Une scène de Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack, Kaneko, 2001, se montre tout aussi suggestive. Alors que Godzilla s'apprête à balayer la ville de son souffle radioactif, des enfants dans une classe écoutent les consignes d'évacuation de leur institutrice, scène qui renvoie à tous ces films de la défense civile américaine des années de la guerre froide comme Duck and Cover. Un éclair illumine la classe, suivi d'un tremblement, signe d'une explosion atomique. L'institutrice se rend à la fenêtre, aperçoit au loin un champignon nucléaire et prononce « Genbaku, bombe atomique ». On peut aussi ajouter la lumière bleue qui émane du glacier qui emprisonne Godzilla dans King Kong vs Godzilla, Honda, 1962, que des scientifiques américains abordent un sous-marin associé au rayonnement Serenkov, lueur produite par les réacteurs nucléaires. Toutes ces manifestations du monstre relèvent d'un choix métonymique,
éclairs, champignons de fumée, secousses, incendies, qui ne prêtent à aucune équivoque sur la nature profonde de la menace. La destruction de la ville de Sendai dans Gamera 2, Attack of Legion, Kaneko, 1996, évoque aussi clairement une explosion atomique et dans Godzilla vs King Ghidorah, Kaomori, 1991, un plan montre King Ghidorah, un dragon tricéphale né des émissions radioactives de la bombe H, survolant l'ancienne chambre de commerce d'Hiroshima, le Genbaku Dome. Le dôme de la bombe. Rare édifice encore debout après l'explosion est devenu depuis le symbole de la bombe des '. Hiroshima. Pour les Japonais, peu importe leur génération, ces plans sont lourds de signification. En effet, tous les écoliers nippons font au moins une fois dans leur vie un voyage à Hiroshima ou Nagasaki pour y visiter les musées dédiés au bombardement, rencontrer des survivants et visiter des mémoriaux pour la paix. Le traumatisme des bombardements. Avant la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki, le peuple japonais a beaucoup souffert des bombardements classiques. Des milliers de bombes au napalm furent déversées sur les grandes villes japonaises, et bon nombre de scènes du premier Gojira de 1954 renvoient directement aux souffrances de la guerre. Les incendies que propage le monstre évoquent bien sûr les raids meurtriers des Américains comme celui de la nuit du 9 au 10 mars 1945, où les bombes ont embrasé la cité et fait plus de 83 600 victimes. Pendant cette nuit de cauchemar, Eiji Tsuburaya, réfugié avec sa famille dans les abris, tentait de réconforter ses 3 enfants en leur racontant des contes de fées. La vision de Tokyo en flammes dans Gojira et la fuite éperdue de ses habitants constituent un tableau cauchemardesque qui transpose ces épisodes sanglants du conflit. L'une des scènes les plus touchantes du film demeure celle où une mère entourée de ses enfants attend la mort dans les décombres enflammés de la cité attaquée par le monstre. Elle ne peut que leur dire « Nous rejoindrons votre père dans un moment. Encore quelques instants et nous serons avec votre papa. » Et l'auteur Steve Riff a raison de voir ici une autre référence à la guerre quand il écrit « La bombe et la guerre ont laissé des milliers de familles japonaises sans père. Et maintenant, Godzilla vient réclamer la vie des survivants. » Gojira 1954. La bande sonore de Gojira contribue tout autant à raviver le souvenir traumatisant des bombardements. Le martèlement sourd des pas du monstre mêlé au bruit des sirènes d'alarme n'est pas sans rappeler le sinistre concert des bombes dévastant les grandes villes nippones. Curieusement, le docteur Yamane tente en outre de prévenir les militaires de ne pas utiliser de lumière sur Godzilla, car celle-ci pourrait le rendre furieux. Les avertissements du paléontologue semblent faire écho aux mesures d'obscurcissement en temps de guerre, qui consistent à donner le moins de repères et de cibles possibles à l'adversaire lors d'attaques navales ou aériennes. Un proche collaborateur de Honda ajoute « En tournant des scènes où les gens sont menacés par Godzilla, il devait se rappeler les attaques aériennes qu'il avait vécues. » D'autres références sont encore plus explicites. Dans un train, des citoyens de Tokyo discutent des terribles événements qui s'abattent sur le Japon. C'est terrible, n'est-ce pas? Du thon contaminé et des retombées radioactives, et maintenant ce Godzilla, c'est le comble. Qu'arrivera-t-il s'il surgit de la baie de Tokyo? J'imagine que je devrais trouver un abri bientôt. Les abris à nouveau? Merde alors. En plus de ces allusions directes aux événements marquants de la guerre et de l'après-guerre, les abris contre les raids américains, les bombardements nucléaires et l'incident du Daigo Fukuryu Maru dont nous parlerons plus loin, les champs de ruines filmés par Honda et les plans montrant les nombreux blessés rappellent les dévastations de la guerre. La plupart des images que j'ai me viennent de mon expérience de la guerre. Après celle-ci, tout le Japon, tout comme Tokyo, fut laissé en cendres. Ishiro Honda. Le réalisateur a de plus parcouru à maintes reprises les décombres de la capitale. En 1949, son ami Akira Kurosawa lui confie la direction de la seconde équipe sur son film Chien enragé dans lequel Honda a pour tâche de filmer les ruines de Tokyo. Kurosawa déclara après la sortie du film « On m'a souvent dit que dans Chien enragé, j'ai très bien su rendre l'atmosphère du Japon de l'après-guerre. Si c'est le cas, c'est à Honda qu'est redevable une grande partie de cette réussite. » L'incident du Daigo Fukuryu Maru.
Quelques semaines avant que la Toho ne donne le feu vert au premier Gojira, les Américains se préparent à tester Castle Bravo, une bombe à hydrogène de 15 mégatonnes longue, soit 1000 fois plus puissante que celle larguée sur le Japon. Le 1er mars 1954, à 3h40 du matin, la bombe explose sur l'atoll de Bikini, creusant un cratère de 2 km de diamètre et de 70 mètres de profondeur. À 167 km du site de l'explosion, des membres d'équipage d'un navire de pêche japonais, le Daigo Fukuryu Maru, dragon chanceux numéro 5, aperçoivent l'éclair de la déflagration. Quelques heures plus tard, une poussière radioactive se dépose sur le navire, contaminant l'équipage et sa cargaison. Lors du voyage de retour, les pêcheurs souffrent de divers malaises, vomissements, perte d'appétit, démangeaisons, maux de tête, et rentrent finalement à leur port d'attache de Yaizu, dans la préfecture de Shinoza, à quelques 200 km au sud-ouest de Tokyo, le 14 mars. Les 23 hommes du Daigo Fukuryu Maru affichent des symptômes, visage noirci, chute de cheveux, s'apparentant à ceux observés chez plusieurs survivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. L'armateur, inconscient du danger, fait décharger la cargaison et du poisson contaminé se retrouve ainsi sur les étalages de marchands de Kyoto, Nagoya, Osaka et Tokyo. Le 27 mars, un autre tonnier, le Koei Maru, rentre au port de Misaki avec à son bord 37 tonnes de thon radioactif. On estime qu'à la fin du mois de décembre 1954, 683 bateaux, 856 selon d'autres sources, ont été exposés aux retombées radioactives des tests nucléaires dans le Pacifique et près de 500 tonnes de poissons contaminés sont détruites ou enterrées. Des millions de Japonais, incluant l'empereur Hirohito, cessent alors de consommer du poisson, provoquant ainsi une crise majeure dans l'industrie nippone de la pêche. Le premier Gojira fait explicitement référence à cette conséquence, car la présence du monstre au large de l'île Dodo provoque la raréfaction du poisson, suscitant par le fait même le désespoir des insulaires. Le Daigo Fukuryu Maru, dragon chanceux numéro 5. La presse japonaise rend compte de l'indignation nationale et dans les mois suivants, parle abondamment des Shinohai, cendres de la mort, retombées radioactives des explosions atomiques qui ont contaminé l'équipage du Daigo Fukuryu Maru. L'émotion atteint son comble 6 mois plus tard, le 23 septembre 1954, quand l'opérateur radio du navire, Aikichi Kuboyama, meurt des suites de l'irradiation. Un Japonais devenait donc la première victime de la bombe H. L'événement, qui suscite un profond émoi au Japon, inspire le producteur Tanaka pour son Gojira de 1954. Les premières victimes du monstre sont les équipages de 2 navires et un spectateur attentif notera l'inscription du chiffre 5 sur une bouée de sauvetage du premier bâtiment attaqué, le Eiko Maru. De plus, Ichiro Honda envisageait même d'ouvrir le film avec un plan du Daigo Fukuryu Maru qui, tel un vaisseau fantôme, voguait abandonné vers son port d'attache. L'idée sera écartée, mais Honda la reprendra dans The Ashman, 1958. Au port de Yaizu, des scientifiques examinent des ailerons de requins contaminés par la radioactivité. Le film débute sur l'image d'une explosion atomique suivie de la une d'un journal. Une victime d'un essai nucléaire ? Le Ryujin Maru 2 disparaît dans le Pacifique Sud, et le générique d'ouverture montre le Ryujin Maru 2 sans équipage fendre silencieusement les eaux. La référence ne peut être plus claire, d'autant plus que l'un des personnages, le Dr Masada, est un spécialiste de l'étude des Shinohai, en particulier de leurs effets sur le corps humain. 6 membres de l'équipage du navire irradié sont transformés en une espèce de gelée humaine qui s'attaque à des gangsters de Tokyo. Une fois que les autorités ont réussi à brûler les mutants radioactifs, le film se termine sur les paroles d'un scientifique qui prévient que, si la Terre est un jour enveloppée des cendres de la mort, toute l'humanité pourrait s'éteindre. En 2001, Shusuke Kaneko fait lui aussi directement référence au Daigo Fukuryu Maru dans Godzilla, Mothra and King Ghidorah. Giant Monsters All Out Attack en montrant le monstre attaquer le port de Yaizu, port d'attache du tonnier. 2 plans sont particulièrement évocateurs. Des thons renversés sur le quai par la fuite de la foule paniquée et une vieille affiche montrant le navire irradié avec pour inscription « N'oubliez pas le Daigo Fukuryu Maru ». Affiche belge de The Ashman, Honda 1958. La tragique aventure du tonnier japonais contribue à grossir les rangs du mouvement pacifiste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.